Dans le Mac de la santé aujourd'hui, on prend soin de votre cerveau. Et tout ça en se faisant plaisir, une soirée de rigolade avec les copains, un plat savoureux par exemple, un polar qui vous accroche, une émission à présenter oui. avec des collègues sympas. Tout ça, ça fait plaisir, c'est bon pour le moral, mais en plus on va voir que le plaisir, ça vous permet de lutter contre le déclin cognitif, c'est tout gagné. Bonjour à tous, bienvenue au Mac de la santé. Je suis ravi de vous accueillir pour une heure d'émission en direct consacrée à votre santé et votre bien-être. Une heure durant laquelle on répond aux questions que vous nous posez et celles que vous recevez, Rim. Bonjour. Bonjour, Jimmy. Vous répondez à la question d'Odile à propos de ces aliments qu'on peut acheter au supermarché en vrac. Oui, exactement, que ce soit des lentilles, des pâtes ou encore des noix de cajou. On peut acheter plein de choses en vrac, mais il y a parfois des doutes sur l'hygiène, notamment des bacs. On va donner des conseils à nos téléspectateurs pour bien acheter. Gilbert Boujaoudé, bonjour. Bonjour Jimmy. On parle de plaisir solitaire et de couple. On va voir si la masturbation quand on est en couple peut être néfaste. Dans quel cas? Est-ce qu'elle peut être bénéfique? Et comment en parler? Clémentine Portier-Keltenbach, bonjour. Bonjour, Jimmy. Vous nous parlez des terribles souffrances d'Emily Davidson. Oui, grande militante suffragette britannique, admirable, mais totalement déchaînée, et qui, dans son militantisme, a mis en danger sa santé et sa vie surtout. Le Mac de la santé, c'est également du reportage. Et dans notre série Le Pouls de la France, nous irons dans la Manche à la rencontre d'Erwan, un orthoprothésiste pas comme les autres. Il a mis au point une technique innovante pour fabriquer des prothèses sur mesure à des personnes amputées. Nous répondrons ensuite à toutes vos questions autour des nouveaux traitements dans le cancer du poumon. Alors, évidemment, il sera question de chirurgie, de chimiothérapie, de radiothérapie, mais également de la révolution des nouveaux traitements qui a bouleversé le pronostic de ces cancers. Nous sommes en direct, on attend toutes vos questions par SMS au 41 555. Tout de suite, le journal avec Emma Strack. Bonjour Emma. Bonjour Jimmy, bonjour à toutes, bonjour à tous. On commence ce journal avec le chiffre du jour qui va peut-être vous rassurer si vous pensez être allergique à la pénicilline. 9 patients sur 10 ne le seraient pas vraiment allergiques à la pénicilline d'après la Société française de dermatologie. Bien trop souvent, selon elle, le diagnostic est posé trop vite et rarement réévalué. Or, cette erreur représente des risques pour le patient à qui on donnera des antibiotiques moins adaptés et qui devra potentiellement être hospitalisé plus longtemps. Alors, quand est-ce que suspecter une allergie? Lorsque vous prenez un médicament et que vous avez, dans les heures qui suivent, une éruption cutanée, c'est-à-dire une plaque avec des boutons de l'urticaire, ces boutons qui démangent, qui sont en relief, ça c'est plutôt en faveur d'une allergie. En revanche, un autre exemple, chez l'enfant, lorsqu'un enfant a une infection virale, il est très fréquent d'avoir une éruption cutanée. Si, dans le même temps, le médecin a prescrit des antibiotiques pour une bonne ou une mauvaise raison, eh bien à ce moment-là, on va faire un lien entre la prise d'antibiotiques et les boutons que vous voyez juste au niveau de votre écran. Sauf que ce n'est pas une allergie, c'est une infection virale. Et puis certains antibiotiques peuvent donner des troubles digestifs, à savoir des nausées, de la diarrhée ou des vomissements, mais cela, ce n'est pas une allergie, c'est ce qu'on appelle une intolérance. Alors comment on fait pour faire le tri et finalement pour confirmer ou infirmer une allergie? Alors finalement, c'est assez simple. Lorsque vous avez une éruption cutanée à la suite de la prise d'un médicament, notez l'heure de la prise du médicament, notez également l'heure d'apparition des premiers symptômes et puis prenez toujours une photo de l'éruption puisque parfois les boutons disparaissent au bout de quelques heures. Ces éléments suffisent en règle générale à poser ou écarter le diagnostic d'allergie. Et puis en cas de doute, il est impératif de consulter un allergologue pour réaliser un bilan avec des tests allergologiques justement. Cette semaine, on prend soin de votre cerveau et on va se faire plaisir car oui, prendre soin de son cerveau, ça passe par l'amusement. Et il en existe des façons de se faire plaisir, rigoler avec les copains, contempler la nature, jouer un morceau de piano, bouquiner, jardiner, se retrouver en tête-à-tête dans un beau resto ou sous la couette avec son amoureux. Le mot plaisir vient du latin placare qui veut dire apaiser. C'est ce qu'on apprend dans cet ouvrage. Faites-vous plaisir, votre cerveau vous le rendra, publié aux éditions Priva. Et ce qui est formidable, c'est que ce plaisir est excellent pour le cerveau, la mémoire, la concentration, mais aussi pour prévenir le déclin cognitif. Et pour en parler, nous sommes ravis de recevoir l'auteur de ce livre qui nous fait du bien, le docteur Pascal Chêne. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Vous êtes neurologue, spécialiste des neurosciences, et je crois que vous pouvez mettre sur la chaise juste Ah oui, venez à plus côté. près de nous. Venez proche de nous. Pardon, ça commence bien. Alors, le livre est très agréable à lire, on apprend plein Merci. de choses, et on se dit, oui, le plaisir, on sait que c'est un allié du cerveau, c'est bon, mais qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on prend du plaisir? En quoi c'est un allié?
quand on se fait plaisir, d'abord, on sécrète de la dopamine, ce qui est très bon pour les neurones. Et ce qui est merveilleux, c'est que la dopamine, elle intervient déjà dans la motivation. Et quand vous êtes motivé pour accéder à un plaisir, ben c'est quelque chose de stimulant, de boostant. Alors après, une fois que vous faites plaisir, eh bien, plein de zones du cerveau se connectent. Celle de la mémoire, par exemple. C'est vrai que vous vous rappelez des plaisirs passés. Celle de l'anticipation, celle de la compréhension, celle de l'empathie. Quand vous partagez le plaisir avec quelqu'un, il y a vos neurones miroirs qui se connectent avec les neurones miroirs de la personne. Et puis ça vous stimule aussi parce que ça vous laissez de côté les pensées négatives. C'est quand vous faites vos longueurs de piscine hebdomadaires que vous adorez, vous pensez au prochain rendez-vous professionnel qui va mal se passer, il n'y a plus de plaisir. Et ça vous apprend aussi à vous concentrer. Si vous écoutez une émission sur le réchauffement climatique qui vous passionne, mais qu'en même temps vous faites une recette de cuisine et vous téléphonez à votre cousin, ça ne marche pas. Donc ça vous apprend à vous concentrer, à être attentif, à laisser de côté les soucis. Car en fait, il s'en passe des choses dans notre cerveau. C'est une usine à fabriquer notamment des messagers chimiques qu'on appelle des neurotransmetteurs. On ne les a pas tous cités, mais voici les principaux. On a parlé de la dopamine, l'hormone de la récompense, la sérotonine, le messager chimique du bien-être, mais on a l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, la noradrénaline, le cousin en quelque sorte de l'adrénaline, les endorphines et le GABA qui participent notamment à réguler la douleur. Donc, en fonction de votre activité, vous pouvez produire plus ou moins ces messagers chimiques. Alors, on a tous nos petits plaisirs. Perso, j'adore chanter, j'adore les profiteroles au chocolat. Mais ça, je sais qu'il ne faut pas trop abuser. Mais justement, qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce que les plaisirs coupables, ça compte quand même? Alors, juste un petit mot sur le chocolat. En fait, on a montré que les mangeurs réguliers de chocolat noir étaient moins déprimés que ceux qui n'en mangeaient jamais. Merci pour la prescription. Parce que dans le chocolat noir, il y a du tryptophane qui est le précurseur de la sérotonine. Alors, par rapport au plaisir dont vous parlez immédiat, eh bien, de temps en temps, ils entraînent une dérégulation, c'est-à-dire que le système dopaminergique s'emballe. Alors, c'est extraordinaire parce qu'on l'a expérimenté chez des rats à qui on a fait boire du vin rouge. Eh bien, au bout de 2 verres de vin rouge, ils vont plutôt mieux, ils sécrètent des endorphines, ils sont moins stressés, mais après, ils redeviennent stressés et ça ne va plus du tout. Ah d'accord, il faut trouver quand même la bonne mesure. Voilà. Très bien, ce sera noté. Et puis, un mot du sport? Oui, parce qu'on parle souvent d'activité physique et de sport. Mais à lire votre livre, il faut faire un sport qui nous fait plaisir. On ne se force pas à faire quelque chose qu'on n'aime pas. Bon, oui, parce que dans ce cas-là, très souvent, on arrête très vite. Et puis, c'est vrai qu'un sport qui vous fait plaisir, vous sécrétez des endorphines, donc vous êtes déstressé. Et en plus, on a montré que quand la contraction musculaire libère de la sérotonine, enfin favorise la sérotonine, et enfin, quand on fait une activité physique, on libère un facteur de croissance des neurones, le BDNF, qui est tout à fait positif. Et chez des vrais jumeaux, celui des deux qui fait du sport a certaines zones de son cerveau plus développées que l'autre. Ça, c'est pour le corps. Vous parlez aussi de l'esprit avec les plaisirs intellectuels. Alors, plaisir intellectuel, ça ne veut pas forcément dire grande littérature ou philosophie quantique. L'idée, c'est quoi? C'est de continuer à apprendre tout au long de la vie? Un plaisir intellectuel, c'est pas forcément apprendre. Quand vous faites une partie d'échecs, vous apprenez pas et vous vous faites plaisir. Mais ce qu'il y a de merveilleux dans les plaisirs intellectuels, c'est que de temps en temps, il n'y a pas de support matériel, il n'y a pas de jeu ni rien. C'est juste un souvenir et une pensée. Et ça aide, par exemple, beaucoup les gens qui sont hospitalisés ou les prisonniers qui peuvent, sans support, arriver à accéder au plaisir en se souvenant. Autre plaisir, la danse, ça peut faire. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Qu'est-ce que ça peut apporter la danse, par exemple? Eh bien, la danse, ça fait vraiment beaucoup de bien. Il faut parce que vous stimulez à la fois votre équilibre, votre coordination, votre empathie avec vos neurones miroirs, et vraiment, c'est très positif. Tout ça est très bon pour notre cerveau et notre santé par extension. Docteur Pascal Chen, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle le titre de votre livre que je recommande à nos téléspectateurs, qu'on recommande. Faites-vous plaisir, votre cerveau vous le rendra. C'est publié aux éditions Priva. On s'intéresse maintenant à la santé mentale et plus précisément à la schizophrénie. Oui, les personnes touchées se sentent souvent stigmatisées, d'autant que de nombreuses idées reçues continuent à circuler sur cette maladie. Résultat, c'est souvent difficile à vivre pour les patients et très compliqué de dévoiler ce dont ils souffrent, même aux plus proches. Sybille de Barthez, Arnaud Fora et Véronique Jacquin vous emmènent à la rencontre de Robin. Je réfléchissais vite, beaucoup trop vite. Ma capacité d'analyse et de créativité était décuplée. Moins je dormais, plus ma capacité cérébrale augmentait. Du moins, c'était ce que je pensais. Je perdais peu à peu la notion de réalité. Il y a 5 ans, Robin s'est mis à écrire des mots,
sur une période troublée de sa vie, la découverte de sa maladie, la schizophrénie. Alors mon histoire, elle commence quand j'ai 21 ans et que je suis pendant les études. À cette époque, je fumais beaucoup de cannabis et c'est ça c'est un facteur déclencheur. Ça a commencé d'un coup sec, on dort plus, on mange plus, on a des idées de grandeur, des idées délirantes, des idées de paranoïa, des délires mystiques. J'ai des amis qui m'ont retrouvé avec des propos incohérents dans l'école d'ingénieur. Ils m'ont ramené chez eux, ils ont appelé le SAMU. Ensuite, j'ai été interné en service psychiatrique. Pendant 2 ans, Robin multiplie les bouffées délirantes aiguës. Les médecins finissent par poser le diagnostic. Le jeune homme souffre de schizophrénie, une maladie psychiatrique chronique marquée par une altération de la perception de la réalité. C'est un bouleversement en effet. Moi, à la suite de ça, j'ai arrêté mes études parce que j'y arrivais plus. Et en tant que jeune adulte, alors c'est là où on doit construire notre avenir important, c'est très compliqué. Je me suis dit, pourquoi ça m'arrive à moi ? Aujourd'hui, le jeune homme va mieux grâce à un traitement adapté. Son rétablissement, il le doit aussi à son entourage bienveillant. Son coming out psychiatrique a pourtant pris du temps. Pendant longtemps, je ne parlais pas trop de ma maladie à ma famille, parce qu'il y avait comme une sorte de honte, de tabou. Et quand on dévoile sa maladie, je pense qu'on a une certaine connaissance de soi, on sait qu'on est malade, on a accepté le fait d'être malade. Et le dire aux autres, ça peut nous soulager, ça permet de libérer un peu de pression, de le dévoiler à ses proches. Dévoiler sa maladie a aidé Robin à mieux vivre avec la schizophrénie. L'association Positive Minders, qui casse les clichés sur les maladies psychiques, en a fait le thème de sa campagne annuelle. Je t'ai jamais dit, je suis schizophrène. J'espère que ça change rien entre nous. C'est un choix singulier de se dévoiler. Chacun décide de se dévoiler ou pas. Et donc, sensibiliser l'ensemble de la population à la question du dévoilement, c'est créer un environnement favorable pour que les personnes qui se dévoilent puissent en tirer des bénéfices, ne prennent pas que des risques. En France, près de 600 000 personnes souffrent de schizophrénie. Vous voulez dire un grand merci à Robin d'avoir accepté de témoigner et ainsi de libérer la parole sur cette maladie psychique. Si je vous dis croisière, vous pensez voyage, mer, détente, escale exotique. Eh bien, celle dont on va vous parler ne s'est pas tout à fait passée comme prévu. Non, parce que moi, ce que je vous dis, c'est grosse galère sur un bateau de croisière qui était parti de Floride pour se promener dans le golfe du Mexique. Alors, plusieurs visites étaient prévues, mais au bout de quelques jours, le programme a dû être complètement revu, perturbé par une gastro-entérite. Passagers et membres d'équipage, personne n'a été épargné par cette contamination massive. Plus de 150 personnes quand même qui sont tombées malades. Avec les symptômes que vous connaissez, diarrhée et vomissements notamment. Bon appétit si vous êtes à table. Gastro-entérite qui est principalement due à un virus qu'on appelle le norovirus, qui est extrêmement contagieux. Et une des particularités de ce virus, c'est que vous pouvez être contagieux 24 heures avant le début des symptômes et qu'on peut retrouver du virus dans les selles jusqu'à 3 semaines après. Et ce qui est moins connu, c'est que 20 à 30% des personnes infectées n'auront aucun symptôme, mais resteront contagieuses. Raison pour laquelle on peut avoir une épidémie très importante. Et puis, autre fait, cerise sur le gâteau, si je peux me permettre, c'est que ce virus est très résistant. Il peut survivre plusieurs jours sur les surfaces inertes, comme la table ou une poignée de porte. Le gâteau, là, perso, j'ai pas super envie de le partager après cette histoire. Moralité, puisque ça peut survivre longtemps sur les surfaces, comme vous nous dites, on ne lèche pas les poignées de porte, bien évidemment. Mais surtout, on se lave les mains quand on sort des toilettes. C'est pas qu'une histoire de politesse, c'est vraiment de l'hygiène et c'est nécessaire. On se lave les mains en rentrant à la maison et puis aussi avant de passer à table, ça limite les risques déjà. Oui, ça limite la base. grandement les risques. Merci beaucoup Emma et à demain. Dans quelques instants, dans notre dossier du jour, nous répondrons à toutes vos questions autour des nouveaux traitements dans le cancer du poumon. Nous serons avec le professeur Nicolas Girard, il est oncopneumologue. Dans notre série Le Pouls de la France, nous irons à la rencontre d'Erwan, orthoprothésiste qui met au point des prothèses sur mesure pour des patients amputés. Est-ce que la masturbation peut nuire à l'équilibre du couple ? Eh bien, c'est la chronique du sexologue préféré des Français, Gilbert Boujaoudé. La terrible histoire d'Emily Davidson, qui s'est battue pour le droit des femmes et le droit de vote. Elle a été emprisonnée, elle a été battue, elle a fait une grève de la faim et elle a été littéralement gavée par ses geôliers. C'est la chronique de Clémentine Portier-Keltenbach. Nous répondrons à la question d'Odile, une téléspectatrice qui aimerait savoir
si les légumes secs qu'on achète en vrac sont vraiment clean au niveau de l'hygiène et est-ce que vraiment c'est très propre? Eh bien, c'est Rim qui lui répond dans un instant. Nous sommes en direct. Vous pouvez nous poser toutes vos questions par SMS au 41 555 et il est temps de retrouver nos chroniqueurs. Rim, Clémentine, Gilbert. Gilbert, on va parler d'une question qu'on n'ose pas forcément aborder quand on est dans un couple, c'est la masturbation. Et quand on parle de masturbation, on se demande est-ce que ça peut nuire à la sexualité du couple, justement? Si on veut faire une réponse courte, ça serait pas forcément. Mais on va détailler. La sexualité, la masturbation plutôt, fait partie des manifestations naturelles de la sexualité. On la retrouve d'ailleurs chez certains d'autres mammifères que les humains. Et on sait que c'est fréquent, puisque parmi les personnes en couple, les statistiques montrent qu'une femme sur 3 et 2 hommes sur 3 disent se masturber au moins une fois par mois. Et parmi ces personnes, 1 sur 2 dit se masturber au moins une fois par semaine. Donc ce n'est ni rare ni forcément inquiétant. Alors on peut se dire quand même que si on continue d'avoir ce besoin alors qu'on est en couple, est-ce que ça veut dire qu'il y a un problème d'insatisfaction, un manque ou peut-être le début d'un problème? Pour répondre à cette question, je vous conseille de voir les choses en distinguant 3 types de situations. La première, ce qu'on peut appeler la masturbation complémentaire, c'est-à-dire tout va bien dans le couple, mais on va se masturber parce qu'on a envie, parce qu'on aime bien, ça fait partie de notre sexualité. Je dis souvent que c'est un peu comme un petit encas qu'on se ferait tout seul, alors qu'on adore avoir des repas à 2. La deuxième situation, c'est la masturbation compensatoire, c'est-à-dire il y a une frustration, il y a un manque, et on va avoir une masturbation à la place des relations sexuelles. Si c'est quelque chose de temporaire, transitoire, ça ne posera pas de problème. Si ça dure dans le temps, ça peut devenir problématique. La troisième situation, c'est la masturbation addictive. Là, il n'y a pas de relation avec la situation du couple. C'est une perte de contrôle, une addiction à la masturbation, problématique personnelle. En revanche, ça peut devenir quelque chose qui pose problème dans le couple. Donc, au final, la masturbation en tant que telle n'est pas un verdict, c'est plutôt un indice. Tout dépend de ce qu'elle traduit. Mais justement, comment est-ce qu'on fait pour savoir dans quelle situation on est? Parce que la frontière n'est pas toujours évidente et on se demande à quel moment ça devient problématique dans le couple. Je vous conseille de retenir 3 signaux d'alerte. Le premier, c'est le fait de commencer à préférer la masturbation plutôt qu'à avoir des relations sexuelles. Le deuxième signal, c'est la source de tension dans le couple, si ça devient sujet de conflit. Troisième signal, perte de contrôle. Et vous aurez remarqué que je n'ai pas parlé de la fréquence de la masturbation, parce que la fréquence en elle-même n'est pas un signal, c'est plutôt le retentissement sur la qualité de vie sexuelle, qualité de vie intime du couple. Alors, on a compris les situations où ça pouvait poser problème, mais est-ce qu'à l'inverse, la masturbation, ça pourrait avoir un intérêt au sein d'un couple? Je sais que ça peut surprendre, mais la réponse est oui. Par exemple, lors de la masturbation, on va se découvrir, mieux se connaître, ce qui va permettre ensuite, lors des rapports sexuels, de mieux guider aussi notre partenaire sur nos préférences. Il y a aussi des situations où nous, sexologues, on prescrit la masturbation. On parle de masturbation thérapeutique, des exercices qu'on va faire pendant la masturbation. Par exemple, on va bouger notre périnée pendant la masturbation. On va apprendre à stimuler de façon différente, ce qui peut aider à obtenir un orgasme plus facilement, apprendre à retarder l'éjaculation, améliorer l'érection, etc. Et puis pour être terre à terre, il y a des situations où la masturbation permet de faire de sorte que notre désir ne devient pas une pression sur l'autre. Bon, je n'avais jamais entendu parler de ces prescriptions de masturbation thérapeutique. Bienvenue au MAC de la santé. Alors, quel conseil on peut donner à ceux qui n'osent pas forcément en parler? Parce que dans un couple, c'est un peu tabou. C'est souvent difficile et je vous conseille dans les situations difficiles de faire simple. Les règles, c'est on choisit un moment au calme pour en parler, on utilise un ton qui n'est pas accusatoire et on se met plutôt dans un état d'esprit que j'appelle vraie sincérité bienveillante. Voilà, curiosité sincère et bienveillante. Et on pose la question qui change tout, c'est qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est plutôt un besoin, un complément, etc. C'est un donut ou une... Est-ce que c'est un encas ou est-ce que c'est une compensation? Et si on voit que malgré ça, la discussion reste bloquée, évidemment, on demande une aide extérieure, sexologue, thérapeute de couple. Je vous rappelle que ce n'est pas la masturbation qui va mettre en danger le couple, c'est plutôt le fait de garder un silence sur une situation de mal-être. Eh bien, merci beaucoup Gilbert de ces conseils, c'était vraiment passionnant. Merci beaucoup et très utile. Et tout de suite, on retrouve Clémentine Portier-Kaltenbach.
Mais avant ça, on a reçu la question de Françoise qui nous demande si on peut vraiment guérir d'un cancer du poumon plus facilement qu'avant. Eh bien, Françoise, nous répondrons à votre question et celle des autres téléspectateurs dans quelques instants dans notre dossier du jour consacré au cancer du poumon et aux nouveaux traitements. Clémentine, vous nous parlez d'Emily Davidson, grande figure du mouvement des suffragettes au Royaume-Uni qui militait au début du XXe siècle pour le droit des femmes. Sauf qu'elle a risqué sa vie pour défendre sa cause. Comment Emily Davidson est-elle devenue ce qu'on appelle une suffragette ? Regardez là, Jimmy, vous voyez ce qu'elle porte à la main, c'est son diplôme, à l'évidence. C'était une jeune femme très brillante. Elle est née en 1872. Et comme elle est très brillante, eh ben, elle peut faire des études, chose qui n'est pas fréquente pour une femme. Elle est reçue à Oxford. Elle passe tous ses examens avec succès. Et à l'arrivée, parce que vous croyez qu'elle ait un diplôme, elle a dû avoir un sous-diplôme, parce qu'en fait, les femmes ne peuvent pas être diplômées d'Oxford à l'époque. Donc, c'est vraiment une source de frustration. Il se trouve qu'un malheur n'arrivant jamais seul, au même moment, elle perd son père, elle n'est pas mariée, donc elle n'a plus aucun moyen de subsistance. Et donc, quand on est une femme, qu'on ne peut pas exercer les métiers des hommes, malgré le fait qu'on ait suivi des études brillantes, eh bien, elle devient gouvernante et puis un genre de préceptrice. Mais comme ça a généré beaucoup de frustration, eh bien, en 1906, à l'âge de 34 ans, elle rentre dans la Ligue politique, l'Union sociale et politique des femmes, d'Emmeline Punkers, qui est un mouvement qui milite pour le droit de vote des femmes. Et elle va devenir une espèce d'activiste survitaminée et absolument déchaînée. Ça veut dire quoi ? Qu'elle ne va pas se contenter de distribuer des tracts autour d'une tasse de thé ? Ah oui, non, ça, c'est pas le genre d'Émilie. Alors, Émilie, elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Par exemple, elle arrive à pénétrer à l'intérieur du Parlement, à Westminster. Elle passe par les conduits de ventilation, oui, les conduits de ventilation, exactement. Puis une autre fois, 3 fois, elle a fait ça. Une autre fois, elle rentre, elle va se cacher dans un placard à balai qui se trouve juste à côté de la Chambre des communes, parce qu'en fait, son objectif, c'est d'arriver à entendre de quoi parlent ces beaux messieurs et dont les femmes sont privées, puisqu'elles sont privées d'expression dans le monde politique, si vous voulez. Mais elle ne va pas se contenter de ça. Une autre fois, elle fait faire des fausses bombes, des sphères en métal et qui sont agrémentées d'une étiquette sur laquelle est écrit bombe. C'est évidemment pas des explosifs, mais elle va les balance dans les fenêtres de Westminster. Alors cette fois, c'est trop, elle est arrêtée. Elle va être arrêtée 7 fois et incarcérée 7 fois en 4 ans. Et comme le pratiquent toutes les suffragettes à partir de 1909, parce qu'elles voudraient être reconnues comme prisonnières politiques, ce qu'elles sont, puisqu'en fait elles manifestent, ben voilà, on envoie la pauvre, on l'arrête. On l'arrête pourquoi ? Parce qu'elles demandent le droit de vote. Donc elles voudraient être prisonnières politiques et comme on leur refuse, elles font la grève de la faim. Grève de la faim, vous le savez, c'est le fait de s'arrêter de s'alimenter. Alors on peut survivre quelques jours, quelques semaines, le corps finit par puiser dans ses réserves. Mais au bout du bout, il y a la mort qui nous attend. Bien sûr. Et c'est d'ailleurs le prétexte que va saisir l'administration pénitentiaire pour pratiquer le gavage. Alors le gavage, en quoi ça consiste ? Donc vous voyez, on s'y met à plusieurs personnes, le personnel médical et puis des gardiennes de prison. Pour maintenir la femme qui évidemment se débat, la malheureuse, regardez, on va lui passer, là il semblerait qu'on lui passe par le nez ce gros tuyau en caoutchouc, soit par le nez, soit par la bouche. Au bout il y a un genre d'entonnoir et on fait passer dans le tuyau un mélange d'œufs et de lait et qui lui arrive directement dans l'estomac, parfois trop chaud, bien sûr. Bah, c'est vrai, ça rapproche de la torture. Bien avec, sûr. on imagine des accidents, ce n'est pas toujours très bien passé. Exactement, c'est extrêmement brutal. Alors qu'est-ce qui se passe ? Il y a des dents cassées, des vomissements, des étouffements. Et puis surtout, il peut arriver que le tuyau soit pas bien positionné et que le mélange d'œufs et de lait arrive dans les poumons, des nausées, enfin. Donc, c'est une vraie torture, mais l'administration pénitentiaire, elle prétend que c'est tout à fait... c'est dans l'intérêt. Oui, c'est l'intérêt de la prison, c'est l'intérêt vital de la prisonnière et que c'est pas du tout douloureux. Alors, avec toutes ces incarcérations et ces gavages brutaux, est-ce que Émilie, de son vivant, a réussi à assister à l'adoption du droit de vote des femmes ? Malheureusement, non. Je précise, entre parenthèses, qu'elle a été gavée 49 fois. Et le record du gavage, c'est une suffragette qui a été gavée 200 fois. Bon, alors, elle ne verra pas l'adoption du vote pour les femmes parce qu'elle va mourir dans un dernier coup d'éclat absolument spectaculaire. C'est le 4 juin 1913. Elle se rend à Epsom. Vous savez qu'à Epsom, il y a une course hippique qui est vraiment mythique en Angleterre. Et son ambition, c'est de prendre le fanion du mouvement social et politique des femmes et de l'accrocher sur Hamner, le cheval du roi et de la reine d'Angleterre. Donc, on voit la scène. Elle passe la rambarde quand elle voit arriver le cheval. Et elle a totalement sous-estimé la puissance du cheval et sa vitesse. Donc, elle n'a pas
du tout eu le temps d'accrocher son fanion. Elle est renversée, fracture du crâne. Elle est hospitalisée, elle meurt 4 jours plus tard. Et ça sera le plus grand rassemblement de suffragettes jamais organisé en Angleterre. On voit là, on peut voir sur YouTube, on voit en direct, on voit la mort en direct d'Emily Davidson. Donc grand rassemblement après sa mort. Le droit de vote est accordé aux femmes 5 ans plus tard. Elle l'aura pas vu, mais il y avait déjà en 2013, on a inauguré une plaque à Epsom, au lieu où elle a été renversée par ce cheval. Mais 15 ans, voilà la plaque à Epsom. Mais 15 ans auparavant, il y a un député anglais, seuls les Anglais peuvent faire des choses aussi spirituelles. Il y a un député anglais qui avait mis en cachette une plaque commémorative à Emily Davidson dans le placard à balai où elle avait passé la nuit. Et en rêvant du jour où les femmes pourraient voter et elles aussi participer au débat, chose qui est faite aujourd'hui, Dieu soit loué. Voilà. Pensez pour Emily Davidson. Merci beaucoup Clémentine, c'était vraiment passionnant. Je pourrais vous écouter. Faites quoi ce week-end Clémentine? Je viens chez vous, je vais vous raconter quelques histoires croustillantes sur la masturbation et les légumes secs. Voilà, c'est le duo qu'on aime. Merci beaucoup Clémentine. Et tout de suite, on prend le coup de la France, direction la Manche. Nous avons suivi Erwan, orthoprothésiste, qui a mis au point une technique innovante pour fabriquer des prothèses sur mesure. Pour les patients amputés, ces membres de substitution sont essentiels pour retrouver leur autonomie et leur confiance en eux. Reportage Delphine Renaud, Mathieu Vibo, Nathalie Vincenti. C'est le premier pas qui compte. Ouais. C'est parti. Hop. Le pas est encore hésitant, mais la volonté est là. Il y a 2 mois, la vie de Christian bascule. Le jeune retraité se fait opérer de la cheville. 5 jours après, j'ai eu de la fièvre. Et là, il y avait infection. Le pied était bouffé. Excusez-moi du terme, mais c'était ça. Bon, c'est pas mal ça, vous allongez beaucoup plus. Hein. Le médecin lui propose alors une greffe qui impliquerait des déplacements en fauteuil roulant. Et je lui dis, mais peut-être une autre solution. Et il me dit, oui, mais sinon, ça va être l'amputation. Et j'ai dit, go, on y va. Et voilà. Et maintenant, je me trouve avec, pas une jambe en dehors, mais je retrouve cette marche que j'avais perdue. Parce que je me vois pas du tout enfermé chez moi. C'est pas du tout mon genre. Depuis quelques jours, Christian apprend à se déplacer avec sa prothèse. Équilibre, appui, tout est nouveau et la moindre sensation est analysée. Est-ce qu'il y a des douleurs? Bon, j'ai une petite gêne là au niveau La gêne? La jambe. Évidemment, c'est complètement différent qu'avoir une jambe normale, mais je sais que ça va très bien se passer. Là, vous faites plus de choses. L'emboîture sera modifiée tout doucement, elle n'est pas finie. Hein. Non. L'emboîture n'est pas définitive car son moignon évolue en fonction de sa rééducation. Le suivi régulier de son médecin et son orthoprothésiste est indispensable. Là, ici, pas de douleur. Oh non, aucune douleur. Il y a encore un petit œdème. Avant, ça touchait vraiment les bords, que maintenant, je sens qu'il y a un petit espace. Je vais vous mettre les petits repères. Pour adapter l'emboîture au millimètre près, Erwan a mis au point une nouvelle technique, un scanner en 3D. Je m'occupe de tout, ça va durer à peu près 2 petites minutes. Et après, on sera bon. Plus rapide et plus précis, ce scanner 3D est une révolution dans le domaine des prothèses. Je me suis heurté à la complexité d'un métier artisanal où on prenait des moulages en plâtre. Et je me suis dit que peut-être on avait, par l'intermédiaire de la technologie, la façon de faire les choses de manière différente. Et donc on a fait une solution du scan jusqu'à l'impression 3D. Et donc tout ce temps qu'on allouait avant au côté artisanal et maintenant du temps qu'on peut dédier aux patients. Voilà, parfait. Là, on a le résultat du scanner qu'on a fait. Et on va pouvoir le comparer avec le dernier scan qu'on a fait. Ici, on a superposé les 2 scans et on voit qu'on a une diminution du moignon ici et ici, qui est tout à fait normal, mais qui va nécessiter un bonnet de compensation de volume. Christian n'a besoin que d'une légère adaptation. Mais la technique permet aussi d'imprimer des emboîtures en 3D de manière plus rapide que la méthode artisanale. Est-ce que ça bouge moins? Il y a un confort derrière qui est nettement mieux. Mais le suivi des patients ne s'arrête pas à la fin de la rééducation. Le corps et les besoins ne cessent d'évoluer. Salut Luc, ça va? Ça va, oui. Ah, très bien, ouais. Allez, on y va. Ouais, merci, ouais. À son cabinet, Erwan a maintenant rendez-vous avec Luc.
Amputé du bras droit et de la jambe gauche, sa prise en charge est lourde. Depuis 3 ans, les 2 hommes se sont liés d'amitié. L'histoire de Luc a particulièrement touché le prothésiste. J'étais victime d'une explosion de gaz où j'ai perdu un bras, une jambe, mais j'ai perdu beaucoup plus puisque j'ai perdu mon épouse en fait. Ça, c'était à Stockholm, c'était en juin 2022. J'ai un leitmotiv personnel qui est aider comme on m'a aidé. Et donc j'essaye d'aider les gens. Et en fait, bon, ça me fait du bien aussi, quoi. Donc tiens, regarde, ça c'est la microclinique à Poltava. Erwan propose à Luc de l'accompagner en Ukraine pour former les prothésistes à cette nouvelle technologie. Sur place, il y a un besoin urgent. La guerre a fait de nombreux amputés. On a monté un centre de production qui est équipé de 20 imprimantes 3D et aussi tout ce qu'il faut pour fabriquer les emboîtures en carbone. On a ouvert 3 centres d'appareillage. Et avec des patients ukrainiens, on était là pour partager notre retour d'expérience. Il y a eu des moments forts. Ce processus simplifié va permettre de créer 7000 prothèses par an en Ukraine. Aujourd'hui, 20 pays ont déjà investi dans cette innovation normande. Et bravo à Erwan, vraiment, qui rend des services absolument incroyables. Un appel à témoins. Vous avez fait une crise d'urticaire après avoir été en contact avec des chenilles processionnaires. Votre témoignage nous intéresse. Pour un reportage, appelez-nous au numéro qui s'affiche, le 01 76 52 59 79. Tout de suite, c'est Rim qui répond à toutes vos questions. Alors, Odile nous dit « J'aimerais acheter en vrac certains produits comme riz, pâtes, graines. Outre le fait que le rayon ne semble pas fréquenté, j'ai des doutes sur l'hygiène. » Alors, qui parmi vous a déjà acheté en vrac ou achète en vrac ? Oui. Ouais. Oui, ça m'arrive. Oui. Ouais. Qu'est-ce que vous achetez en vrac, Gilbert ? Un peu tout ce qui est en vrac. Merci. Voilà. Et ben, en général, donc justement, maintenant, on peut effectivement quasiment tout acheter, les pâtes, le riz, les lentilles, la farine, les fruits secs, les céréales. Il y a même également des produits d'hygiène en vrac. Et en général, c'est plutôt dans les magasins bio. Mais ce qui est pas mal, c'est qu'il y a de plus en plus de grandes surfaces qui s'y mettent également. Donc, c'est plus facile d'accès qu'auparavant. Et ce type d'achat, il a quand même pas mal d'avantages. Déjà, vous allez uniquement acheter la quantité dont vous avez besoin. Ça va éviter le gaspillage. Ce sont généralement des aliments bruts, peu transformés. C'est vrai qu'on le dit souvent ici. C'est quand même avantageux pour la santé de manger des aliments bruts. Il y a moins d'emballage, moins de plastique, parce qu'on le voit, hein, les poubelles jaunes, elles débordent. Et également, niveau économique, eh bien, c'est un petit peu moins cher. Déjà parce qu'on achète des plus petites quantités. Et ça coûterait 6% moins cher pour certains des aliments qu'on achète en vrac quand on compare au kilo par rapport au préemballé. Franchement, c'est pas un réflexe que j'ai. C'est vrai que j'achète, je sais pas, Clémentine, vous Non, ou... alors moi non, ça ne me dit rien le vrac déjà. Et en plus de ça, il y a un truc quand même qui me gêne là-dedans, c'est comment pouvez-vous être sûr que le commerçant qui vous vend vos lentilles, là, de quand date-t-elle vos lentilles? Voilà, c'est ça. Qui vous garantit si les gens n'aiment pas les lentilles? Votre stock de lentilles, il peut avoir 2 ans, elles peuvent être rances. Qu'est-ce que vous en savez? Et la question d'hygiène, notamment. Oui, exactement. Donc, j'ai échangé avec Mathilde Gibault. Elle est diététicienne nutritionniste. Elle connaît très bien le vrac. Et elle me disait qu'effectivement, il y a certains points de vigilance. Les bacs qui sont ouverts, effectivement, il peut y avoir une multiplication de manipulation des clients, notamment tout ce qui est les petites pelles, les pinces, etc. Certains bacs aussi qui peuvent être laissés ouverts un peu trop longtemps, eh bien, il peut y avoir un peu d'exposition aux poussières, aux petits insectes. Et les informations sont un peu moins lisibles que ce que vous avez sur un paquet. Et on pense aussi pas mal aux mythes alimentaires. C'est une des craintes avec le vrac. En réalité, il semblerait qu'il peut y en avoir autant que dans le préemballé, puisqu'il peut y en avoir partout, même chez vous, des mythes alimentaires. C'est vrai qu'on a cette image des produits en vrac sur des étals, sans aucune réglementation, mais il y a quand même une réglementation qui est assez stricte en France. Qu'on se rassure, en France, il y a quand même des contrôles. Hein. L'achat en vrac, il est contrôlé par la DGCCRF, donc c'est un organisme qui régule la consommation et qui donne des obligations aux commerçants. Donc, ils doivent nettoyer les bacs, mais ils doivent aussi changer régulièrement ce que ça contient. Ils ne peuvent pas garder 2 ans des vieilles pâtes, par exemple. Et puis, faire un affichage clair avec toutes les informations, dont la date de péremption. Alors, quelques conseils concrets, justement, pour acheter avec un maximum de sécurité. Et Odile avait le bon réflexe, c'est de regarder la propreté de l'endroit où vous allez, mais également la propreté des bacs.
privilégier des magasins où il y a beaucoup de passages, et c'est vrai qu'il y a les magasins spécialisés pour ça, en général, sont bien. Privilégier aussi la forme des silos. Donc, plutôt, on va le voir en photo. Vous voyez, à droite, là, c'est vrai qu'en termes d'hygiène, il y a moins d'ustensiles qui vont dedans. On ne peut pas mettre les mains dedans non plus. Donc, ça, c'est mieux. Et puis, si vous y allez avec votre contenant, lavez-le bien avant pour éviter que ce soit vous qui rameniez de la contamination à vos produits. Sauf que ça, on met ça dans un petit sachet Moi, je en trouve papier. ça plus pratique, le craft. Oui, mais à la maison, on fait quoi? Il y a des conseils à donner à la maison parce qu'il faut les conserver, il faut les mettre dans des bocaux. Oui, exactement. En général, on s'équipe de bocaux quand on passe au vrac. Donc, on va transvaser en rentrant, on referme hermétiquement dès qu'on rentre et puis on les consomme quand même assez rapidement, ces denrées. D'où l'idée d'en acheter pas trop d'un coup. Prenez aussi l'habitude de noter quand vous avez acheté et quand est la date de péremption. On évite le contact avec l'humidité, la lumière et la chaleur. Alors, il y a une petite astuce, si vous avez peur des mites, le congélateur permettrait de les tuer. Donc, 48 heures au congélateur. Il n'y a plus aucun risque, si on a un peu de place. Et donc, finalement, avec ces quelques conseils simples, il n'y a pas beaucoup plus de risques, en tout cas, qu'acheter du préemballé. Alors, moi, je trouve que c'est un bon geste qui est écologique, économique, mais c'est vrai qu'il demande un petit peu d'organisation. Merci Rim de toutes ces précisions. On passe à notre dossier du jour. Le ministère de la Santé a annoncé un dépistage généralisé du cancer du poumon d'ici 2030. Le but, c'est de détecter la maladie le plus tôt possible afin de mieux la soigner. Car aujourd'hui, on dispose de nouveaux traitements qui ont considérablement amélioré le pronostic. C'est ce qu'on va voir avec notre spécialiste. Et nous sommes ravis d'accueillir le professeur Nicolas Girard. Bonjour professeur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes oncologue thoracique à l'Institut Curie. Vous pouvez nous envoyer toutes vos questions par SMS au 41 555. Professeur, je vous propose de répondre à la question de Françoise qui nous demande si aujourd'hui on peut vraiment guérir d'un cancer plus facilement qu'avant. C'est vrai qu'on a cette image terrible du cancer du poumon. On va guérir plus de patients si on diagnostique plus tôt. Donc le dépistage, ça fait partie d'un des moyens d'augmenter les chances de guérison. Mais aujourd'hui, on guérit aussi des patients qui ne guérissaient pas du tout par le passé, notamment avec l'immunothérapie, c'est-à-dire des patients diagnostiqués à un stade avancé, lorsqu'il y a des métastases, c'est-à-dire que la tumeur s'est propagée au-delà du poumon. On peut, grâce à l'immunothérapie et au traitement ciblé, guérir des patients. Alors, on va parler évidemment des traitements et de la révolution des nouveaux traitements. On a reçu plein de questions et on a vraiment un public extraordinaire parce que nos questions, elles concernent le thème, les traitements dans le cancer du poumon. Mais on est obligé de vous parler un mot de dépistage, puisque quand on parle de cancer du poumon, en fait, c'est les cancers du poumon. On a fait une représentation anatomique du poumon. On a la trachée, on a les bronches, le parenchyme pulmonaire, c'est-à-dire le tissu. Et puis là, on a matérialisé plusieurs tumeur du poumon. Et vous comprenez assez facilement qu'étant donné l'arbre bronchique très important, avant qu'une petite tumeur ne donne un symptôme, il va falloir du temps, du mois, parfois des années. Et lorsqu'elle donne des symptômes, malheureusement, elle est trop grosse, trop volumineuse, elle comprime des organes de voisinage et on comprend donc que le pronostic est de moins bonne qualité et que les traitements seront plus difficiles. Donc ce dépistage 2030, mais 2030, c'est là aujourd'hui, on est en 2026, professeur. Qu'est-ce qu'on fait? Si on est fumeur et qu'on a 50 ans, qu'on a beaucoup fumé, on demande à son médecin traitant d'aller faire un scanner de dépistage? Oui, et puis il y a un programme national de dépistage qui s'appelle Impulsion, qui est en train de se mettre en place. Il y a aussi des expériences pilotes, comme celle que l'on a à l'Institut Curie au Petit Dépiste. Et ça, c'est immédiatement disponible pour proposer le dépistage à ces personnes qui ont fumé et qui ont plus de 50 ans. Alors, on va parler des traitements et Judith nous pose cette question très intelligente. Enfin, surtout intelligente vos questions, mais celle-ci, je l'aime bien. Voilà, j'aime bien cette question. Pourquoi parle-t-on de médecine personnalisée pour ce cancer? Est-ce que c'est différent des autres cancers? C'est un traitement. Quand on parle de traitement dans le cancer, c'est le traitement personnalisé. Il n'y a pas de. Tous les traitements sont un peu personnalisés malgré tout. Quand on parle de traitement de médecine personnalisée, c'est de la médecine qui utilise des traitements ciblés. Parce que dans certains cancers du poumon, il y a des cibles particulières et donc on va éteindre ces cibles avec des médicaments qui vont aller chercher la cible et spécifiquement aller traiter les cellules cancéreuses des patients. Donc ces traitements ciblés, c'est de la médecine personnalisée. Clémentine, est-ce que c'est un cancer qui fait plus peur? Oui, tout à fait. J'avais une question, justement. Moi, j'ai fumé entre 15 et 30 ans. Et donc, j'ai complètement arrêté depuis 36 ans. Mais alors, est-ce que le fait d'avoir fumé à une époque, c'est un critère... On l'a fumé pour toujours et le risque, il est là, du coup. Mais en fait, le risque se réduit avec le temps. Et au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans d'arrêt de tabac, il va rejoindre celui, finalement, des personnes qui n'ont jamais fumé.
On a Marc qui nous pose cette question. Peut-on éviter la chimiothérapie dans certains cas? Eh bien oui, c'est ça l'une des révolutions dans le cancer du poumon. On peut remplacer la chimio par des traitements ciblés, qui sont des traitements par comprimé. Lorsque la tumeur a une cible, on va donner ces traitements par comprimé, qu'il faut prendre en continu, mais qui permettent souvent d'avoir une forte efficacité pour réduire la tumeur et ses métastases. Et puis l'immunothérapie. L'immunothérapie, elle remplace la chimiothérapie, elle peut aussi s'y associer chez un grand nombre de patients. Est-ce qu'on peut rappeler le principe de l'immunothérapie? On a une question d'Agnès qui nous dit, mais est-ce que ça fonctionne chez certains et pas chez d'autres? Alors l'immunothérapie, c'est stimuler les défenses du patient pour aller détruire le cancer. Donc c'est un traitement entre guillemets naturel, ça reproduit quelque chose que l'on fait en fait en continu. Il y a des cellules qui deviennent un peu cancéreuses dans tout notre organisme finalement et on arrive à les éliminer. Mais parfois le système est dépassé et c'est là où l'immunothérapie, en stimulant les défenses du patient, va aller détruire les cellules cancéreuses. Donc l'immunothérapie c'est très intéressant parce que c'est moins toxique que la chimiothérapie et c'est plus efficace. C'est plus efficace immédiatement mais aussi dans le temps parce que qui dit système immunitaire dit comme un vaccin, l'immunothérapie c'est comme un vaccin, on va se protéger sur le long terme et c'est là où on guérit à long terme des patients qu'on ne guérissait pas auparavant. Comment ça se passe l'immunotherapie concrètement? C'est une injection? Aujourd'hui, c'est l'injection, donc c'est la perfusion, mais d'ici quelques mois, on aura des immunothérapies en sous-cutané. Donc vraiment comme un vaccin, comme le vaccin de la grippe, qu'on pourra faire toutes les 4 semaines, toutes les 6 semaines à ces patients qui ont une efficacité au long terme. Et pour répondre à la question de notre téléspectatrice, ça ne marche pas chez tout le monde en fait. Dans le cancer du poumon, est-ce qu'on peut avoir 2 cancers, un qui répond et un autre qui ne répond pas? En tout cas, l'immunothérapie, elle produit des résultats à long terme chez à peu près 30% de ces patients métastatiques. On ne sait pas pourquoi, en fait. Alors oui, il y a des facteurs qui prédisent l'efficacité de l'immunothérapie, mais tout l'enjeu aujourd'hui, c'est justement de développer des immunothérapies qui fonctionnent chez plus de patients et surtout qui fonctionnent plus longtemps pour justement protéger ces patients de la rechute. Alors justement, maintenant, avec toutes ces améliorations, est-ce que le temps de traitement est plus court pour les patients? Alors le temps immédiat, oui, parce qu'une chimiothérapie, ça peut mettre 2 heures, 3 heures, 4 heures de perfusion, donc une bonne demi-journée, voire une journée de traitement. L'immunothérapie, c'est aujourd'hui plutôt 1 heure de perfusion, et puis quand elle sera en sous-cutané, c'est 3 minutes. Donc ça permet d'envisager d'aller plus vite dans les traitements à l'hôpital, passer moins de temps à l'hôpital, mais aussi peut-être le faire à la maison. Et donc, le passage de ces traitements à domicile, c'est un vrai enjeu pour la qualité de vie des patients. Je pose une question qui est peut-être stupide, mais on a des téléspectateurs qui sont partout en France. Non, mais c'est peut-être la réponse est peut-être évidente, mais on a des téléspectateurs qui habitent dans des petites villes, dans des provinces où il n'y a pas de grands centres hospitaliers universitaires. Est-ce qu'on a accès à l'immunothérapie, quelle que soit finalement la zone où on habite? Ah oui, l'immunothérapie est un traitement qui est disponible dans notre pays, pour le cancer du poumon, pour d'autres cancers. Et justement, quand on est loin d'un hôpital, cette question du domicile, de ce qu'on appelle l'hospitalisation à domicile, aujourd'hui, pour faire ces perfusions, c'est quelque chose qui se fait. Lorsque demain, on sera en sous-cutané, ce sera quelque chose qui pourra vraiment se déployer de façon beaucoup plus large. Alors, lorsque la tumeur est localisée, on peut proposer aux patients une opération. Et les techniques sont de moins en moins invasives, notamment quand les chirurgiens sont assistés par un robot. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage signé Khadija Darizig, Marc Lavestrou et Maureen Marion. Alors, vous avez l'habitude, mais attention, ce sont des images de chirurgie. Le feutre, le premier instrument utilisé par le chirurgien ce jour-là. Ces tracés serviront à opérer une patiente d'une 50aine d'années qui présente un cancer du poumon. C'est un scanner de face, donc on a ici le poumon gauche, et ce qui n'est pas normal, c'est cette boule. Une tumeur d'environ 25 mm, bien ancrée dans le lobe. Donc il ne suffit pas d'enlever la tumeur, il ne suffit pas d'enlever une partie du lobe, il faut enlever la totalité du lobe pour pouvoir garantir que la tumeur ne revienne pas. La patiente est déjà installée au bloc opératoire. Là, on part à peu près sur 2-3 heures de chirurgie. C'est une technique mini-invasive, assistée par un robot qui sera utilisé pendant l'opération. Bonjour. Le chirurgien commence par réaliser des incisions. Il insère ensuite des instruments et une caméra dans la partie latérale de la cage thoracique. On est quand même face à un cancer invasif et ce qu'on voit ici correspond à la boule blanche, le nodule qu'on a vu sur le scanner. On a fini l'installation des instruments et des bras du robot. Maintenant, on va passer à la console. C'est d'ici que le chirurgien va piloter l'intervention. Là, cette tache grise, c'est un ganglion. Il faut les retirer car ils sont probablement envahis par des cellules cancéreuses. Donc là, on poursuit le curage, on arrive sur une zone délicate. On voit très bien ici le contact entre le ganglion et le nerf. C'est le nerf qui fait fonctionner la corde vocale et on travaille juste au contact.
peux venir récupérer le ganglion, s'il te plaît? Une fois tous les ganglions retirés, le chirurgien passe à la deuxième étape de l'intervention. Je suis en train de séparer les deux lobes, le lobe supérieur qui doit rester et le lobe inférieur que j'enlève. Pour que la séparation soit complète, les vaisseaux qui vascularisent le lobe et la bronche doivent également être sectionnés par agrafage. Je pense que je peux les avoir en un seul coup, là. Alors, on se concentre, s'il vous plaît. Bras numéro 1. Une étape très sensible, le risque, provoquer une hémorragie. Voilà, donc là, je viens de couper l'artère. Le chirurgien sectionne ensuite la veine lobaire inférieure, puis procède à un test en insufflant de l'air dans la partie restante du poumon opéré pour voir s'il parvient à retrouver sa fonction. Et on voit que l'air arrive dans toutes les zones du lobe. Ça veut dire qu'on peut maintenant sectionner la branche. Vous pouvez arrêter la ventilation, s'il vous plaît? Il est complètement séparé, on va le mettre dans le sac. Quand on va le sortir, il ne faut pas qu'il touche la peau, parce qu'il y a un cancer dedans. Le lobe contenant la tumeur est retiré et sera envoyé au laboratoire pour analyse. Un drain est ensuite installé. Il aidera le poumon à bien reprendre sa place dans le thorax de la patiente. La chirurgie aujourd'hui, 3 jours après, elle est à la maison, elle commence sa rééducation, sa convalescence qui va être une convalescence très active, avec de la kiné respiratoire, de la marche quotidienne, 1 heure de marche par jour. Un programme de réadaptation ambitieux qui permet de réduire le risque de complications. On a reçu cette question d'Edith à propos des thérapies ciblées. Est-ce qu'on peut rappeler déjà ce que c'est qu'une thérapie ciblée? Ben justement, ce sont ces traitements par médicaments, donc c'est des pilules finalement, que le patient va prendre tous les jours. Et en fait, ces médicaments vont éteindre une sorte d'interrupteur qui s'est mis dans la tumeur, qui conduit à transformer un tissu normal en un tissu qui est cancéreux. Et donc, en ciblant directement, on va avoir une efficacité chez plus de 80% des patients. Donc, c'est très efficace, ça fait disparaître les tumeurs. Le problème, c'est pas comme l'immunothérapie, il n'y a pas de mémoire, et donc il faut prendre le traitement à vie, en continu, tous les jours, parce que si on arrête le médicament, la tumeur va repartir. Donc, c'est un concept complètement différent, et souvent, pour les cancers du poumon, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit on a une cible et on va être sur ces traitements par comprimé, ces traitements ciblés, soit on ne va pas avoir de cible et on va plutôt être sur l'immunothérapie. Et comment on sait si on a la cible ou pas? C'est avec la biopsie? biopsie? On la recherche systématiquement sur ces biopsies, y compris sur les pièces opératoires, ce que le chirurgien va opérer. On va faire ces analyses, c'est souvent des analyses de gènes en fait. Alors c'est pas des gènes, des maladies génétiques transmissibles des parents aux enfants, c'est juste dans la tumeur, ces gènes se sont déréglés. Et en termes d'effets secondaires, les comprimés sont bien tolérés? Alors, chaque médicament a ses effets secondaires. Globalement, traitement ciblé immunothérapie, c'est mieux toléré que la chimiothérapie. C'est Claudine, elle demandait si les traitements d'aujourd'hui sont moins lourds que ceux d'avant. Alors, ils sont moins lourds, mais ils ont leur toxicité spécifique. Et certaines thérapies ciblées peuvent donner parfois des modifications de la perception de la vision, peuvent donner des troubles de l'humeur, peuvent dérégler un peu le foie. Donc, c'est des choses que l'on connaît. Qu'il faut surveiller, notamment à l'initiation des traitements. Donc souvent, on va revoir beaucoup les patients au départ, puis après, on va relâcher cette surveillance. Justine nous demande si on peut adapter le protocole en fonction de la réponse au cours du traitement. Eh bien oui, c'est ce concept de médecine adaptative. C'est-à-dire, on va personnaliser, mais ce n'est pas juste une photo, c'est une sorte de film. Et donc, on va souvent refaire des biopsies de la tumeur, on va se reposer des questions. Est-ce que la cible s'est modifiée? Est-ce qu'elle s'est changée sous l'impact du traitement? Pour justement adapter au cours du temps. Christophe aimerait savoir si avec ces nouveaux traitements, est-ce qu'il est possible de continuer à travailler? Oui, avec les traitements ciblés, avec l'immunothérapie, on a beaucoup de patients qui continuent de travailler. Alors, parfois pas dès le début du traitement, il y a souvent une période où on va s'adapter à cette nouvelle situation et souvent, la plupart des patients souhaitent reprendre le travail parce qu'effectivement, ça les aide aussi dans leur qualité de vie. C'est maladroit, mais ça devient une maladie chronique, en fait, le cancer du poumon? On essaye de faire que ça devienne une maladie chronique, ouais. Quand propose-t-on un essai clinique à un patient? C'est clair, parce que c'est vrai que des fois, on se dit... J'aimerais participer. À quel moment on se dit, vous pouvez... Dès que c'est possible. C'est ce que j'ai fait ce matin. J'ai vu des patients et on a beaucoup discuté, études cliniques, justement pour accéder à des nouveaux médicaments, justement à des nouvelles thérapies ciblées qui ne sont pas disponibles autrement. Donc le patient a une cible dans sa tumeur. Aujourd'hui, on n'a pas de médicaments et il faut participer à l'essai clinique pour avoir une chance d'y accéder. Donc le plus tôt possible. Aujourd'hui, c'est aussi très tôt dans la stratégie. Les essais cliniques dans le cancer du poumon, c'est en première intention, en deuxième intention. C'est plus quand il n'y a plus rien à faire. Non, c'est avant de faire ce que je sais faire aujourd'hui, je vais me poser la question de l'essai clinique. Franck nous demande si la recherche actuelle, elle se concentre plutôt sur l'immunothérapie ou les thérapies ciblées. C'est les deux, en fait. L'immunothérapie, on cherche à faire qu'elle soit plus puissante. On va
combiner les immunothérapies entre elles. Les traitements ciblés, c'est plutôt avoir des médicaments qui empêchent la résistance. C'est-à-dire que l'épuisement de l'effet du médicament, le fait que les tumeurs se modifient pour résister à ces traitements ciblés, on essaie d'avoir des médicaments qui sont également plus puissants. Anne-Marie nous demande si l'immunothérapie peut être utilisée seule, c'est-à-dire qu'on n'a plus que l'immunothérapie, plus de chimio, plus de radio. Juste, je mets des guillemets, juste ça. Oui, lorsque la tumeur exprime beaucoup les cibles de l'immunothérapie, on remplace la chimio par l'immunothérapie et les patients n'ont que cette immunothérapie. Demain, en sous-cutané, toutes les 6 semaines. Donc un traitement qui est finalement relativement facile à organiser. Je vous vois admirative. Moi, je trouve ça prodigieux. Je trouve que les musiciens et les médecins sont les deux professions. On n'a pas à s'interroger sur l'inanité de son existence. Je trouve ça merveilleux, je trouve ça extraordinaire. Gilbert. Une question, puisqu'on dit que l'immunothérapie permet de stimuler notre propre système naturel qui lutte contre les cellules cancéreuses. Est-ce qu'on peut imaginer que c'est possible de le prendre chez quelqu'un qui est à risque de développer le cancer ? C'est un peu l'étape suivante du dépistage et de la prévention chez les personnes à haut risque de développer un cancer du poumon, de se dire est-ce qu'on peut avoir des médicaments préventifs. On a essayé la vitamine C, des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est une vraie question de se dire chez les personnes qui, on sait qu'il y a un risque élevé de cancer du poumon, est-ce qu'il ne faudrait pas faire un peu d'immunothérapie pour protéger contre le cancer. Aujourd'hui, il n'y a pas d'études comme ça, parce que c'est assez compliqué quand même à organiser chez les personnes qui ne sont pas encore malades. Mais ceci dit, voilà. Le vaccin, on y est presque sur un certain nombre de vaccins, notamment après la chirurgie, chez les patients justement qui ont été opérés d'un cancer du poumon. Le vrai problème, le vrai risque, c'est de rechuter. Pour éviter la rechute, on pourrait vacciner le patient avec un vaccin personnalisé contre sa tumeur, justement. Donc, analyser la tumeur et lui faire un vaccin rien que pour lui. Ça, c'est des choses qu'on sait faire en quelques semaines. Et donc, c'est tout à fait adapté, justement, pour éviter la rechute. On a parlé de la radiothérapie, de la chimiothérapie, de la chirurgie, de l'immunothérapie. Un mot de radiothérapie. Christine nous demande s'il y a encore une place à la radiothérapie dans le cancer du poumon. Oui, et de plus en plus, parce que chez ces patients qui ont un cancer du poumon avec des métastases, l'efficacité des traitements ciblés, l'efficacité de l'immunothérapie est tellement importante qu'à un moment, il reste quelques petites lésions. Et là, on peut aller en plus les traiter par radiothérapie ou les opérer pour complètement se débarrasser finalement de ces lésions cancéreuses. Alors quand on parle de cancer du poumon, c'est vrai que c'est le tabac qui arrive en numéro 1. Géraldine nous demande si arrêter de fumer après le diagnostic, est-ce que ça change vraiment quelque chose ? Eh bien oui, parce que comme on guérit de plus en plus de patients, eh bien arrêter le tabac, c'est non seulement éviter de maintenir ce risque de cancer du poumon, et puis c'est éviter toutes les maladies cardiovasculaires. Et on s'aperçoit que chez ces patients non répondeurs à l'immunothérapie, les causes de décès, c'est l'infarctus, c'est l'AVC. Et donc, avoir une prévention cardiovasculaire est un élément important chez ces patients. Merci beaucoup, professeur. C'est absolument passionnant. Vraiment, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Rim, Gilbert, Clémentine, toujours un plaisir. Merci à vous. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. On se retrouve demain. Excellente journée sur France 5.